Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un sujet hyper important, l'offre d'achat. Alors c'est marrant, l'offre d'achat, c'est quelque chose qui en même temps paraît hyper anodin et en même temps a l'air d'en paniquer certains et sur lesquels en fin de compte on a beaucoup de questions. Alors qu'est-ce que c'est d'abord cette fameuse offre d'achat que va faire le prétendant acquéreur d'un bien? Le vendeur, quand il va vouloir vendre son bien, il va déterminer le prix qu'il souhaite, auquel il souhaite vendre son bien, le prix qu'il souhaite retirer du bien en question. Alors soit il le détermine lui-même, soit il le détermine avec l'aide d'un agent immobilier afin de s'assurer qu'il est dans les clous du marché. Agent immobilier qui va par la suite le représenter ou non, enfin bref, peu importe. Euh, à ce stade-là, donc vous êtes intéressé par le bien, vous voyez le prix auquel il est proposé. Vous, en tant qu'acquéreur, vous avez cette immense chance de pouvoir en réalité déterminer toutes les conditions pour encadrer l'achat que vous voulez faire. Non seulement parce que l'offre d'achat, en fait, ce n'est pas que proposer un prix, par exemple, moins disant par rapport au prix demandé par le vendeur. Ou dire, OK, j'accepte l'offre, enfin, j'accepte le bien au prix auquel il est, je m'aligne tout de suite. Ce n'est pas ça, c'est vraiment la possibilité pour l'acquéreur de déterminer l'ensemble des conditions qui vont faire en sorte qu'il va vouloir acheter ce bien. Donc bien évidemment, il s'agit du prix, mais également de tout l'écosystème de conditions qu'il va vouloir y mettre. Et qui vont faire que ce n'est qu'avec l'ensemble de ces conditions qu'il va réellement s'engager à acheter ce bien. Il suffit qu'il y en ait une seule qui ne soit pas remplie et finalement il n'est pas engagé à acheter le bien en question. Alors maintenant qu'on a vu que c'était en réalité hyper intéressant du point de vue de l'acheteur, cette offre d'achat, comment est-ce qu'on va la rédiger? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tout d'abord, le mieux, c'est quand même de remettre l'ensemble des informations qu'on a sur le bien. L'adresse du bien, la référence de l'annonce, si c'est un bien qui a fait l'objet d'une publication d'annonce, l'étage, j'en sais rien moi, euh, si c'est un F2, un F3, un studio, un local commercial, enfin bref, vraiment toute la désignation du bien afin qu'il n'y ait pas d'erreur. On parle bien de ce bien-là et vous mettez donc tout ce que vous savez en réalité, ce qui va permettre de s'assurer, donc on parle bien de ce bien-là et non pas d'un autre. Ça, on évite en même temps, imaginez, je ne sais pas moi, qu'il y a un immeuble dans lequel il y aurait plusieurs appartements à vendre. Comme ça, vous dites vraiment, vous déterminez, c'est bien celui-ci que je veux. Et donc, l'agent immobilier, par exemple, ne peut pas s'en mêler les pinceaux. Pareil, si vous avez l'information, si le vendeur vous a donné la superficie du bien, enfin, s'il vous a annoncé la superficie du bien, remettez-le dans votre offre d'achat. Également, on va bien évidemment indiquer le prix auquel on souhaite l'acheter. Parce que bon, c'est quand même un des éléments essentiels de l'offre. C'est quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour obtenir ce bien. Et ensuite, donc c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction, l'ensemble des conditions. Alors, les conditions, c'est quoi? En général, quand on parle des conditions, tout le monde a tendance à penser à la fameuse condition suspensive d'obtention du prêt. Et d'ailleurs, je le dis de façon extensive, c'est la condition suspensive d'obtention du prêt, parce qu'en réalité, des conditions suspensives, il en existe tout un tas. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de n'en mettre qu'une dans votre offre, ni même de ne mettre que celle d'obtention d'un prêt. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir, si vous savez par exemple qu'il y a une concurrence féroce pour obtenir ce bien-là, que c'est vraiment une perle rare, que vous êtes persuadé qu'il va y avoir 10 acheteurs pour le même bien, et que vous n'êtes pas sûr de remporter la mise, et c'est un choix commercial, vous pouvez décider de faire une offre sans mettre de conditions suspensives d'obtention du prêt dans le compromis. Dans ce cas-là, pareil, c'est quelque chose qu'il faut préciser au moment où vous rédigez votre offre d'achat. D'ailleurs,
J'ai oublié un point essentiel, c'est que je suis rentrée directement dans ce qu'il faut mettre dedans, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même d'hyper important. Bien évidemment, le mieux, vous la rédigez par écrit, votre offre d'achat. Peu importe que vous l'envoyiez par mail ou que vous la rédigiez sur papier, dans tous les cas, vous faites une offre par écrit avec l'ensemble des informations dont on est en train de discuter. On en était donc aux conditions, avant que je fasse cette petite aparté. Les conditions, donc la condition suspensive d'obtention du prêt, donc oui ou non, si vous la souhaitez, si vous ne la souhaitez pas, les différentes informations autour de la façon dont vous allez acquérir donc le bien. Comme je vous le disais, les conditions suspensives, c'est pas seulement l'obtention d'un prêt, ça peut être également une demande de travaux ou de réfaction que vous allez demander au propriétaire pour engager, pour vous engager à acheter ce bien. Ça peut être la vérification de la faisabilité d'un projet. Voilà. Il est possible de mettre autre chose qu'uniquement l'obtention du prêt. Autre point également, autre point tout simplement que je pense qu'il est intéressant de mettre tout le temps, à vrai dire, que vous ayez une condition suspensive ou non, d'obtention du prêt, j'entends, pardon, que vous souhaitiez substituer une SCI ou non à votre compromis, je vous conseille personnellement, et moi c'est ce que je fais, de toujours demander une clause de substitution dans votre offre et donc par la suite dans le compromis. La clause de substitution, en réalité, elle permet donc de substituer à vous, la personne physique qui va signer, n'importe quelle personne physique ou morale par la suite. Donc, on voit déjà qu'il y a plusieurs avantages à ça. Par ailleurs, on va y revenir à d'autres moments, mais c'est en signant cette offre d'achat en nom propre, et le compromis, en nom propre, que vous allez pouvoir bénéficier du délai de rétractation. On va le revoir juste après. Dernier point, ce qu'il est pas mal également de mettre, c'est une petite technique de négociation, et puis ça évite aussi qu'on réutilise votre offre si vous ne le souhaitez pas, c'est de mettre un délai de validité de votre offre. Donc, alors le délai il doit être raisonnable, on ne dit pas vous devez répondre dans les 2 heures, sinon c'est mort, moi je me défais de ma proposition. Mais vous mettez un délai raisonnable de réflexion pour que le mandataire, s'il y en a un, soumette donc l'offre au vendeur et que le vendeur puisse prendre sa décision de vous céder ou non son bien. Autre petite chose, j'avoue que moi-même, je ne le mets pas toujours. Parfois, je le fais par un email séparé. Mais si vous avez déjà les informations qui vont permettre de rédiger plus rapidement le compromis, comme le nom de votre notaire, par exemple, indiquez-le tout de suite. En fait, vous allez juste gagner du temps par rapport à la suite. Je vérifie juste que j'ai rien oublié, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez soumis votre offre ? Le propriétaire, en fait, il a 3 choix, globalement. Soit il l'accepte, dans ce cas-là, parfait. Soit il la refuse, de façon pure et simple. Soit il va la refuser et vous faire une contre-proposition. Dans ce cas-là, c'est pareil, en fait. Il va falloir refaire une nouvelle offre avec l'ensemble des conditions initiales. En général, la contre-proposition, elle va soit porter sur les conditions que vous avez mis, soit sur le prix, bien évidemment. Et très majoritairement parlant, sur le prix. C'est très souvent là-dessus qu'on se focalise. Dans ce cas-là, n'oubliez pas donc de reprendre l'ensemble des conditions ou de bien rappeler dans votre acceptation de contre-proposition ou dans votre surenchère de contre-proposition que l'ensemble des conditions sont bien reprises et que ce n'est qu'avec cet écosystème entre guillemets de conditions que vous acceptez de vous engager. Une fois que vous êtes enfin d'accord, il faut quand même préciser qu'il va vous falloir une acceptation claire et formelle de votre vendeur. Donc juste un oui comme ça qui
qui n'est pas donc qui a été dit oralement et aucune réponse à votre écrit ne va malheureusement pas réellement vous protéger. Le vendeur ne sera pas réellement engagé. Le mieux, c'est donc soit de lui demander de répondre par email en remettant l'ensemble des conditions que vous avez mis dans votre offre dans son acceptation, donc dire qu'il accepte à telle condition votre offre d'achat, soit de façon plus simple en réalité, c'est de lui demander donc d'imprimer l'email, de le signer et de vous le rescanner. Bon, bien évidemment, si ça se fait sur un papier directement, c'est le même principe, hein, pas de difficulté. Comme ça, en réalité, vous êtes réellement protégé parce qu'à ce moment-là, le vendeur est engagé. Il doit vous vendre le bien. Il ne peut plus accepter une autre offre, il a accepté la vôtre. Le contrat est ce qu'on appelle formé, parfait, vu qu'il y a eu rencontre d'une offre et d'une acceptation. Vous, par contre, est-ce que vous êtes engagé au même titre? Non, c'est ce qu'on a commencé à aborder rapidement quand on a parlé de la clause de substitution. Le fait de permettre le fait de mettre le fait de signer vous en nom propre, l'offre d'achat et le compromis va vous donner droit au délai de rétractation. Si vous signez directement avec une ESCI, il faut savoir que vous êtes considéré comme un professionnel et donc que vous perdez le bénéfice de ce droit de rétractation. Alors, une petite précision tout de même relative à ce droit de rétractation, c'est une arme à manier avec parcimonie. Après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais évitez, pour votre réputation sur votre marché, on a quand même tendance à côtoyer toujours à peu près les mêmes acteurs, notamment en ce qui concerne les agents immobiliers. Ce serait quand même bien dommage de passer pour un acquéreur versatile ou pas très sérieux. Donc voilà, à manier avec parcimonie si vous voyez quelque chose qui finalement viendrait vraiment empêcher la vente de votre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit j'aime et à me poser les questions que vous avez sur ce sujet ou sur tout autre qui pourrait être intéressant de développer. À très bientôt!